La pluie tombait drue sur les toits de la petite bourgade normande, frappant les tuiles comme des milliers de doigts impatients. Le vent hurlait entre les ruelles désertes, faisant danser les volets mal fermés et secouant les branches nues des arbres. Une odeur de terre mouillée et de bois humide imprégnait l'air. Dans ce chaos de fin d'automne, les lumières de la maison d'Étienne brillaient faiblement derrière les rideaux épais. Le feu crépitait dans l'âtre, projetant sur les murs des ombres agitées qui semblaient danser au rythme de la tempête. Étienne, un homme d'un certain âge au visage taillé par le temps et aux gestes précis, était assis dans son fauteuil préféré, un vieux volume de Balzac posé sur les genoux. Son regard fatigué suivait les lignes du texte, mais son esprit vagabondait ailleurs. Depuis la mort de Madeleine, sa femme, survenue plus de 8 ans auparavant, la maison résonnait d'un silence dense, ponctué uniquement par le tic-tac régulier des horloges qu'il réparait. Relogeur de métier et veuf par sort, il avait choisi la solitude comme refuge. Ses journées étaient réglées comme un mécanisme suisse, levé à 6 heures du matin, atelier jusqu'à midi, soupe légère, promenade à travers les chemins boisés, et le soir, lecture au coin du feu. Ce soir-là pourtant, malgré le confort apparent, quelque chose flottait dans l'air. Un frisson inhabituel le parcourut, comme si le vent s'insinuait à travers les murs. Il posa son livre, écouta un instant les bruits de la tempête, puis se leva pour rajouter une bûche dans le foyer. La chaleur l'enveloppa à nouveau, dissipant un moment l'étrange malaise, mais alors qu'il s'apprêtait à reprendre sa lecture, un son le fit sursauter. 3 coups secs, rapides, à la porte d'entrée. Il resta figé, tendant l'oreille. Peut-être avait-il rêvé? Personne ne venait jusqu'ici à cette heure, surtout par un temps pareil. La maison se trouvait à l'écart du village, légèrement en retrait de la route principale, entourée de champs en friche et de haies épaisses. Les rares visiteurs qu'il recevait étaient attendus et annoncés. Pourtant, les coups résonnèrent à nouveau, cette fois plus insistants. Avec une lenteur prudente, il se dirigea vers l'entrée. Le bois de la porte vibrait sous les rafales, et une infiltration d'eau formait déjà une flaque au seuil. Étienne prit une lanterne, souleva le loquet et ouvrit la porte d'un coup. La nuit noire lui sauta au visage, accompagnée d'une bourrasque glaciale. Et là, sur le pas de la porte, se tenait une silhouette tremblante, recroquevillée sous un grand manteau détrempé. Un fichu noué maladroitement autour de sa tête dissimulait partiellement son visage, mais ses yeux, grands, sombres et apeurés, accrochaient immédiatement le regard. « S'il vous plaît, je n'ai nulle part où aller, » dit-elle d'une voix faible, presque noyée dans la pluie. « Donnez-moi juste un peu d'abri, 1 heure, je vous en prie. » Étienne resta silencieux quelques secondes. La lanterne tremblait légèrement dans sa main. Il observa la jeune femme, notant la boue qui recouvrait le bas de sa robe, les égratignures sur ses mains rougies par le froid, la manière dont elle gardait les bras serrés contre elle pour conserver un peu de chaleur. Tout en lui criait la prudence. On ne laisse pas entrer les inconnus, pas dans ce monde-là. Pourtant, quelque chose dans ce regard effrayé, presque désespéré, l'empêchait de refermer la porte. Il recula d'un pas. « Entrez », dit-il enfin. Elle hocha la tête en guise de remerciement, franchissant rapidement le seuil. Étienne referma derrière elle, replaça le loquet, puis se tourna vers la visiteuse. Des gouttes ruisselaient le long de son visage, et ses cheveux noirs, trempés, collaient à ses joues. « Je vais vous chercher une couverture. Vous êtes gelé. » Il disparut quelques instants, revint avec une vieille couverture en laine qu'il déposa sur ses épaules. Elle s'enroula dedans avec gratitude, claquant des dents. « Il y a du thé chaud. Asseyez-vous près du feu. » Elle obéit en silence, s'installant au bord du tapis, les mains tendues vers les flammes. Étienne, toujours méfiant, l'observait discrètement. Qui pouvait bien être cette femme, surgie de nulle part, en pleine nuit, par un temps pareil? Un long silence s'installa, seulement interrompu par le souffle du vent et le crépitement du feu. L'horloge de la salle sonna doucement les 9 coups du soir. Étienne, sans poser encore de questions, s'assit en face d'elle, la théière entre eux deux. Quelque chose, il le savait déjà, venait de changer. La chaleur du feu n'avait pas encore chassé l'humidité glaciale de ses vêtements, mais déjà, quelque chose dans l'attitude de la jeune femme commençait à changer. Elle ne tremblait plus, du moins pas physiquement. Étienne la regardait à la dérobée tout en remplissant 2 tasses de thé. Il la trouvait jeune, sans doute pas plus de 25 ans, avec un visage que la fatigue et la pluie avaient marqué, mais où perçaient encore des traits délicats. Son silence lui paraissait pesant, pas celui de la timidité,
mais plutôt d'une vigilance extrême, presque comme si chaque mot qu'elle aurait pu prononcer risquait de révéler plus qu'elle ne souhaitait. Elle serra la tasse entre ses doigts abîmés, soufflant doucement sur le liquide chaud, sans le porter immédiatement à ses lèvres. Il la laissa respirer, espérant que l'instant de calme l'inciterait à parler. Après quelques minutes, il brisa finalement le silence, d'une voix aussi douce que possible. « Vous venez de loin ?» Elle ne répondit pas tout de suite. Elle observait les flammes, les yeux mi-clos, comme si elle contenait une réponse qu'elle seule pouvait lire. Finalement, elle hocha la tête. « D'un autre village, je marchais depuis longtemps. » Étienne s'attendait à davantage. Une précision, un nom. Une explication sur ce qui l'avait poussé à affronter cette tempête au lieu de rester là où elle venait. Mais elle n'ajouta rien. Il fronça légèrement les sourcils. « Et votre famille? Quelqu'un vous attend quelque part ?» Cette fois, elle secoua la tête plus fermement, les yeux toujours fixés sur le feu. « Non, il n'y a personne. » Il sentit la réticence, presque un refus catégorique d'entrer dans les détails. Il n'était pas homme à forcer les confidences, mais la situation n'avait rien de banal. Une jeune femme seule sur les routes, à une heure pareille, au beau milieu d'une tempête, sans autre explication que ce simple « donnez-moi un abri ». Étienne avait beau chercher une logique, il n'en trouvait pas. Elle releva enfin les yeux vers lui. Son regard était sombre, profond, traversé par une inquiétude qui n'était pas feinte. « Je m'appelle Claire », dit-elle enfin, « et je vous remercie de m'avoir laissé entrer. » Étienne inclina la tête, acceptant l'introduction sans chercher à la forcer davantage. Il avait vu que même ce simple acte avait demandé un effort. « Étienne, » répondit-il, « vous pouvez rester ici pour la nuit. Je ne laisserai pas un chien dehors par un temps pareil. » Elle sourit brièvement, mais c'était un sourire fatigué, vidé de toute joie. « Merci. Je ne prendrai pas beaucoup de place, juste un coin pour dormir. Je serai parti à la première lumière. » Il eut envie de protester, de dire qu'elle pouvait rester plus longtemps si besoin, mais quelque chose dans son ton le dissuada. Elle avait déjà décidé, du moins, elle croyait l'avoir fait. Il se leva, alla chercher un drap propre et un oreiller dans une armoire de l'étage, puis lui montra le chemin jusqu'à la chambre d'amis, celle qu'il n'ouvrait que rarement. Elle le suivit en silence, traînant légèrement les pieds. En montant l'escalier, Étienne ressentit une drôle de sensation. Pas de peur, pas d'hostilité, mais une tension sourde, comme si cette jeune femme transportait avec elle plus que sa fatigue. Quelque chose de plus dense, plus ancien peut-être. Pas un mystère surnaturel. Étienne n'était pas homme à croire à de telles choses, mais une histoire lourde, dont les contours commençaient à peine à se dessiner. Arrivé devant la porte, il posa la main sur la poignée, hésita une seconde, puis ouvrit. La pièce était modeste. Un lit simple, une commode, un fauteuil rembourré et une petite table de chevet avec une lampe à huile. Tout sentait un peu le renfermer, mais l'endroit était propre. Claire entra, jeta un coup d'œil rapide autour d'elle, puis posa le sac qu'elle portait en bandoulière, un vieux tissu râpé, presque vide, sur la chaise. « Je vous laisse vous reposer. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, je suis en bas. » Elle hocha la tête sans un mot. Étienne ferma la porte doucement, redescendit puis resta quelques minutes debout dans le salon, regardant le feu qui mourait lentement. Il n'arrivait pas à se détendre. Depuis des années, son quotidien ne connaissait aucune surprise. Chaque jour était semblable au précédent, chaque geste avait sa place et son heure. Mais ce soir, cette routine avait été brisée, et il n'arrivait pas encore à comprendre si cela l'inquiétait ou l'intriguait. Il se servit un fond de calvados, s'installa dans son fauteuil, puis ferma les yeux. Les images de Claire revenaient sans cesse, ses vêtements mouillés, ses mains blessées, son silence lourd, son regard fuyant. Elle n'avait pas fui la pluie, elle avait fui autre chose, quelque chose de plus grave. 1 heure passa, puis 2. Étienne ne bougea presque pas. Il écoutait, malgré lui, les bruits de la maison. Le craquement des poutres, le souffle du vent sous la porte, les quelques pas feutrés à l'étage. Elle ne dormait pas, lui non plus. 2 étrangers dans une maison ancienne, unis par le hasard d'une nuit de tempête. Finalement, il monta se coucher, ne prenant même pas le temps de lire, comme il le faisait d'habitude. Dans son lit, le silence l'enveloppa, mais cette fois, il ne fut pas rassurant. Il pensa à Claire, à ce qu'elle avait pu vivre, à ce qui la poursuivait, et à ce qu'il ferait si demain elle n'était plus là. Mais surtout, il ne pouvait s'empêcher de se demander si, sans le savoir,
Il n'avait pas ouvert la porte à quelque chose de bien plus vaste que ce qu'il imaginait. Lorsque le sommeil le gagna enfin, le feu était depuis longtemps éteint et la maison plongée dans une obscurité paisible. Mais l'air avait changé. Pas de façon visible, pas de façon qu'il aurait pu expliquer. Et pourtant, Étienne savait déjà que sa vie, aussi rigoureusement ordonnée soit-elle, venait de dévier de sa trajectoire. Et au fond de lui, sans encore comprendre pourquoi, il ne regrettait pas d'avoir ouvert cette porte. Le lendemain matin, le ciel demeurait couvert, mais la tempête s'était apaisée. Des rideaux gris filtraient la lumière à travers les fenêtres embuées, et la maison semblait respirer plus lentement après l'agitation de la veille. Étienne s'éveilla plus tôt qu'à l'accoutumée, le corps encore fatigué, mais l'esprit déjà en alerte. Les événements de la nuit précédente flottaient dans sa mémoire, précis mais irréels. Il se leva, enfila son vieux gilet de laine et descendit à pas feutrés, espérant ne pas réveiller Claire. La cuisine était silencieuse. L'odeur de bois humide persistait malgré les braises ranimées dans l'âtre. Il prépara du café, comme chaque matin, puis coupa du pain rassis qu'il fit griller doucement. À peine avait-il posé 2 assiettes sur la table qu'il entendit des pas discrets dans l'escalier. Elle entra sans bruit, toujours vêtue du même manteau usé, les cheveux légèrement attachés, le visage tiré par une nuit sans sommeil. Elle salua d'un murmure et s'assit sans attendre d'y être invitée, comme si elle cherchait à se fondre dans le décor. Ils partagèrent le petit déjeuner dans un silence qui, plus qu'un simple malaise, ressemblait à une trêve tacite. Étienne, bien que peu bavard de nature, sentit que ce mutisme était plus qu'une simple gêne. Il y avait dans l'attitude de Claire une tension contenue, une vigilance constante, qui lui rappelait celle d'un animal prêt à fuir au moindre mouvement brusque. « Vous avez bien dormi ?» demanda-t-il enfin, espérant briser la glace sans la brusquer. Elle leva brièvement les yeux vers lui avant de replonger dans sa tasse. « J'ai dormi. Merci encore. Rien d'autre. Pas une allusion à la veille, ni à ce qui l'avait poussé sur les routes. » Étienne l'observait avec attention. Les mains de Claire, posées sur ses genoux, étaient rouges, crevassées, couvertes de petites coupures qu'elle ne semblait pas vouloir soigner. Il nota aussi un détail qu'il n'avait pas vu clairement la nuit précédente, un léger accent dans sa voix. Rien de très marqué, mais suffisant pour éveiller la curiosité. Ce n'était pas un accent normand. « Vous êtes d'ici » Elle hésita, prit une bouchée de pain, mâcha longuement. Lorsqu'elle répondit, sa voix était presque inaudible. « Non, d'un village au sud, c'est loin. » Elle mentait. Étienne n'avait pas besoin d'enquête pour le deviner. Il avait appris en des années de solitude à écouter ce que les gens ne disaient pas. Et Claire, plus que tout, semblait vouloir que ces mots passent inaperçus. Elle mangeait lentement, comme quelqu'un qui n'avait pas eu de repas chaud depuis longtemps, mais qui ne voulait pas le montrer. Après avoir débarrassé la table, Étienne proposa de lui montrer le jardin, ou du moins ce qu'il en restait après la tempête. Elle le suivit dehors, enroulée dans une vieille cape que Madeleine portait autrefois pour ramasser les herbes. Le vent avait laissé des branches partout et l'herbe détrempée collait à leurs bottes. Étienne ramassa quelques morceaux de bois, mais il sentait la présence de Claire derrière lui, distante, comme si elle cherchait à comprendre s'il était une menace ou un refuge temporaire. « Vous avez travaillé la terre ?» demanda-t-il, toujours dans l'espoir d'ouvrir une brèche. « Oui. »« Chez des gens ?» La réponse était sèche, sans émotion. Étienne ne répondit pas. Il sentait qu'insister ne ferait que la refermer davantage. En rentrant, elle demanda s'il avait besoin d'aide. Il hocha la tête vers son atelier. « Si vous savez manipuler des outils, il y a toujours des réparations à faire. » Elle accepta sans enthousiasme, mais sans refuser non plus. L'atelier, situé dans une annexe en pierre attenante à la maison, était l'univers d'Étienne. Établi en bois massif, murs tapissés d'étagères chargés de boîtes de clous, de ressorts, de mécanismes en pièces détachées. Claire resta debout à l'entrée quelques instants, comme si elle franchissait une frontière invisible. Puis elle entra, observant les objets avec une curiosité silencieuse. Il lui montra une vieille horloge murale, démontée et mise de côté depuis des mois. Le balancier était cassé, les aiguilles figées. Elle s'en approcha, posa les doigts sur le bois, examina les engrenages avec un soin méthodique. « Vous pouvez essayer si vous voulez », dit-il simplement. Elle hocha la tête et s'assit à l'établi. Pendant les heures qui suivirent, Étienne la regarda travailler en silence. À sa grande surprise, elle semblait à l'aise avec les outils,
manipulant les pièces avec une habileté certaine. Elle ne demandait rien, ne parlait pas, mais ses gestes trahissaient une certaine familiarité avec les mécanismes. Le soir venu, ils partagèrent un autre repas simple, soupe de lentilles, pain, fromage. Puis chacun rejoignit sa chambre. Étienne dormit profondément cette nuit-là. Le lendemain matin, un détail attira son attention. En passant dans le couloir, il s'arrêta net devant une vieille horloge murale, celle qu'il avait abandonnée depuis longtemps. Incapable de la réparer malgré plusieurs tentatives, il l'avait laissée là, comme un meuble mort. Et pourtant, elle fonctionnait. Les aiguilles avançaient, le tic-tac régulier résonnait dans le silence matinal. Il n'y avait aucune erreur possible. Quelqu'un l'avait remise en marche. Il se tourna brusquement. Claire sortait de la cuisine avec un bol de lait tiède entre les mains. Elle remarqua son regard fixé sur l'horloge. « Vous l'avez réparée » demanda-t-il. Elle cligna des yeux, surprise, puis secoua doucement la tête. Non, mais il savait qu'elle mentait. Personne d'autre ne l'avait touchée. Il n'avait parlé de cette horloge à personne. Il sentit un frisson de doute. Pas de peur, non, mais la certitude qu'elle n'était pas simplement une paysanne perdue. Elle possédait des compétences qu'elle cachait délibérément. Elle mentait sur son passé, sur ses origines. Elle évitait toute confidence, même les plus anodines. Pendant le reste de la journée, Étienne observa Claire d'un œil neuf. Elle travaillait dans l'atelier avec une application discrète, presque comme si elle avait toujours vécu là. Elle connaissait le maniement des ressorts complexes, la tension précise des balanciers, l'ajustement subtil des engrenages. C'était impossible à apprendre sans une formation sérieuse. Elle n'était pas une simple ouvrière agricole, mais plus il en découvrait, plus il mesurait l'épaisseur de son silence. Claire cachait quelque chose, pas par honte ou par jeu, mais par nécessité, et Étienne comprit que tôt ou tard, il devrait choisir entre le confort du doute et le poids de la vérité. Pour l'instant, il décida de ne rien dire, mais il commença à écrire mentalement les questions qui, un jour, demanderaient une réponse. La maison d'Étienne avait retrouvé une routine fragile. Le bois crépitait dans la cheminée, les outils s'alignaient avec soin sur l'établi, et les repas se succédaient avec une régularité presque rassurante. Pourtant, sous cette façade ordonnée, un déséquilibre persistant s'installait. Claire restait discrète, presque invisible lorsqu'elle ne travaillait pas dans l'atelier. Elle mangeait peu, parlait encore moins, et ne posait jamais de questions. Étienne, de son côté, oscillait entre la prudence et une forme de fascination qu'il avait du mal à s'expliquer. Cette femme, venue de nulle part, possédait une maîtrise presque instinctive de son métier, et ce mutisme calculé semblait camoufler une histoire plus vaste, plus grave, qu'elle n'était prête à livrer. Le soir de leur 4e jour sous le même toit, un calme épais tomba sur la maison. Pas de pluie, pas de vent. Un silence complet, seulement interrompu par le souffle lointain des arbres dans le verger. Étienne avait passé l'après-midi à ranger de vieux outils rouillés dans le grenier, pendant que Claire s'occupait d'un mécanisme délicat dans l'atelier. Il ne l'avait presque pas vue. Lorsqu'il redescendit, la table était dressée, le pain tranché, la soupe chaude. Aucun mot ne fut échangé pendant le repas. Étienne tenta une ou deux questions simples, mais Claire répondit à peine, comme si elle avait décidé d'ériger une barrière étanche entre eux. Cette distance devenait pesante. Étienne n'était pas homme à forcer les liens, mais l'opacité de Claire l'exaspérait autant qu'elle l'intriguait. Elle s'était installée dans sa maison sans bruit, avait su s'y rendre utile, mais refusait catégoriquement de se confier. Plus encore, elle évitait les regards directs, se contentait de murmures et s'éclipsait dès qu'une conversation menaçait de s'approfondir. Étienne ressentait une tension étrange, un déséquilibre dans la manière dont elle occupait l'espace, comme si elle calculait chaque mouvement pour ne laisser aucune trace derrière elle. Ce soir-là, après avoir rangé la vaisselle, elle monta se coucher sans un mot de plus. Étienne, resté seul dans le salon, resta assis longuement devant le feu mourant. Le silence de la maison ne lui était pas inconnu. Il y vivait depuis des années, mais cette nuit-là, il portait un poids particulier. Ce n'était pas le silence du deuil ou de la solitude, mais celui d'un mystère en suspens, prêt à basculer. Il monta à son tour, souffla la lampe du couloir et entra dans sa chambre. La fatigue le prit rapidement, mais le sommeil, lui, se fit attendre. Les premières heures furent agitées. Il rêvait de Madeleine, ce qui lui arrivait rarement. Dans son rêve, elle ne disait rien, le regardait simplement comme si elle tentait de lui transmettre quelque chose d'indicible.
Il se réveilla en sursaut, les draps collés à la peau, sans savoir ce qu'il avait tiré du sommeil. Il se redressa dans le lit, tendit l'oreille. Rien, pas un bruit. Puis, soudain, un craquement. Léger, presque imperceptible, venu de l'étage inférieur. Il se leva doucement, glissa ses pieds dans ses chaussons et sortit de la chambre. Le couloir était plongé dans la pénombre. Une faible lueur provenait de la cage d'escalier. En s'approchant, il réalisa que la porte de l'atelier était entr'ouverte. Il descendit lentement, s'efforçant de ne pas faire grincer les marches. En bas, il découvrit que la lampe de l'atelier était allumée. Il ouvrit complètement la porte. Personne. Les outils étaient rangés, le plan de travail vide. Mais quelque chose avait changé. Il s'approcha de l'étagère du fond et remarqua que l'un des tiroirs, toujours fermé à clé, était entr'ouvert. Il connaissait parfaitement ce tiroir. C'était là qu'il gardait les pièces les plus anciennes, les plus délicates, héritées de son père. Personne n'y touchait. Il vérifia les objets. Tout semblait en place, sauf un petit ressort doré, extrêmement rare, qu'il ne retrouvait plus. Étienne resta un instant figé, l'esprit en ébullition. Qui d'autre aurait pu y accéder? Il referma le tiroir, éteignit la lampe et remonta sans bruit. Dans le couloir, la porte de la chambre de Claire était entr'ouverte. Il n'avait aucun souvenir de l'avoir vue ainsi les soirs précédents. Il s'approcha, hésita, puis jeta un rapide coup d'œil à l'intérieur. Claire dormait profondément, enroulée dans la couverture jusqu'au menton, la respiration lente et régulière. Étienne recula, referma la porte doucement, puis retourna dans sa chambre, plus confus encore qu'inquiet. Le lendemain matin, il se leva tôt, envahi par un pressentiment qu'il ne parvenait pas à nommer. En entrant dans le salon, son regard fut immédiatement attiré par le mur près de la bibliothèque. Là, pendue depuis des années sans jamais fonctionner, se trouvait une horloge ancienne à balancier. Elle battait désormais l'air avec régularité, les aiguilles indiquant l'heure exacte. Étienne resta figé. Il s'approcha, examina le mécanisme. Il connaissait cette horloge comme sa poche. Il avait essayé de la réparer des dizaines de fois sans succès. Le système était faussé, le ressort principal trop usé. Il l'avait abandonné depuis longtemps, comme un symbole de ce qui ne pouvait être corrigé. Et pourtant, elle fonctionnait, parfaitement. Claire apparut derrière lui, silencieuse comme à son habitude. Elle regarda l'horloge, puis le regarda lui, sans rien dire. « C'est vous qui avez fait ça ?» demanda-t-il. Elle secoua la tête avec calme. « Non, je ne sais même pas comment on l'ouvre. » Étienne ne répondit pas. Il savait qu'elle mentait. Il le savait avec une certitude absolue. Ce n'était pas seulement un soupçon, mais une conviction. Et pourtant, il ne dit rien. Il rangea ses pensées, se força à reprendre sa journée comme si de rien n'était. Mais en lui, quelque chose avait changé. Il comprenait désormais que Claire n'était pas simplement une fille perdue ou une ouvrière agricole. Elle possédait un savoir, une mémoire, et peut-être même un lien avec ce lieu qu'elle refusait de reconnaître. Ce silence, ces gestes mesurés, ces mensonges calmes, tout cela n'était pas le fruit de la peur, mais d'un choix délibéré. Et Étienne, malgré lui, se retrouvait face à une présence qu'il n'avait jamais invitée vraiment, mais qu'il ne pouvait plus ignorer. Ce soir-là, en verrouillant la porte d'entrée, il regarda longuement le chemin noyé dans la brume. Une question s'imposait à lui avec une insistance croissante. Que fuyait-elle réellement? Et plus encore, pourquoi ici? Pourquoi lui? Le mystère n'avait rien d'irréel, rien de magique. Il était fait de silence, de gestes habiles, de regards évités. Un mystère humain, dense, dont Étienne sentait que le dénouement ne tarderait pas à s'imposer à lui, qu'il le veuille ou non. Le jeudi, Étienne décida de fermer son atelier plus tôt que d'habitude. Une vieille douleur au poignet, résidu de ses années passées à manipuler des mécanismes minuscules, lui faisait comprendre qu'il devait ralentir. Il laissa Claire travailler seule un moment, sans s'annoncer, et prit le chemin de la maison en traversant le petit potager envahi d'herbes folles. Il espérait profiter d'un peu de calme, d'un thé chaud et peut-être d'un moment de lecture. Pourtant, en poussant la porte, une sensation inattendue le saisit. Le silence n'était pas naturel. Il était chargé, comme suspendu, presque coupable. Ses pas sur le parquet résonnaient d'une manière inhabituelle. Il s'arrêta à l'entrée du salon, le regard attiré par la silhouette figée au centre de la pièce. Claire se tenait devant la cheminée, immobile, les bras croisés, le regard rivé sur le mur au-dessus du manteau.
Étienne ne dit rien. Il l'observa un instant, intrigué par son attitude. Elle ne l'avait pas entendu entrer. Son attention était tout absorbée par le grand portrait accroché là, légèrement voilé de poussière, celui de Madeleine, sa défunte épouse. Le tableau n'était pas remarquable d'un point de vue artistique. Peint à l'huile, dans des tons sobres, il représentait une femme aux traits fins, au regard déterminé, portant une robe simple mais élégante. Ce portrait n'avait jamais été déplacé depuis la mort de Madeleine. Étienne n'y prêtait presque plus attention, tant il faisait partie du décor. Pourtant, en cet instant, il semblait soudain chargé d'une présence nouvelle, décuplée par le regard troublé de Claire. Elle ne bougeait pas. Sa respiration semblait retenue, comme si elle avait peur de faire un faux mouvement. Étienne s'approcha lentement, sans bruit, jusqu'à ce qu'elle remarque sa présence. Quand elle se retourna, il lut dans ses yeux une émotion qu'il n'attendait pas. Ce n'était pas de la simple curiosité, c'était une forme de reconnaissance mêlée d'un trouble profond. Comme si ce visage lui disait quelque chose qu'elle ne voulait pas admettre. « Vous connaissez cette femme ?» demanda-t-il, la voix calme mais ferme. Claire baissa les yeux immédiatement, comme prise en faute. Elle fit un pas en arrière, s'écarta du tableau et secoua la tête. « Non, pardon. Je regardais seulement... Elle semblait forte, vraiment forte. » Étienne ne répondit pas tout de suite. Cette phrase, pourtant anodine, le heurta étrangement. Elle semblait forte. Ce n'était pas un commentaire sur le style du portrait ou la beauté du modèle. C'était une affirmation venue de quelqu'un qui savait. Et cela, Étienne le sentit immédiatement. Il se demanda si Claire avait déjà vu ce tableau ailleurs, ou cette femme, ou peut-être une photographie. Peut-être que Madeleine faisait partie de son passé d'une manière qu'elle refusait encore de dévoiler. « Elle l'était », répondit-il enfin, le regard fixe sur le tableau. « Plus que je ne l'ai jamais été. » Claire releva les yeux vers lui, mais cette fois elle semblait sur ses gardes. Elle cherchait à évaluer sa réaction, à voir s'il allait insister. Étienne, cependant, décida de ne pas en faire un interrogatoire. Il se contenta d'aller vers la bibliothèque, prit un vieux livre et s'installa dans le fauteuil près de la fenêtre. Claire, comprenant qu'il ne la chasserait pas ni ne la presserait, sortit du salon sans un mot. Le reste de l'après-midi se déroula dans un calme apparent, mais la tension flottait désormais comme un parfum tenace. Étienne ne parvenait pas à se concentrer. Il tournait les pages machinalement, incapable de s'absorber dans sa lecture. À plusieurs reprises, il leva les yeux vers le portrait, cherchant ce que Claire avait pu y voir. L'expression de Madeleine lui semblait soudain différente, plus grave, plus pénétrante. Il n'avait jamais remarqué à quel point ses yeux semblaient observer, presque interroger celui qui les regardait. Plus tard, en rangeant quelques affaires dans une commode ancienne, Étienne tomba sur une boîte de lettres et de papiers anciens. Il ne les avait pas touchés depuis des années. Des souvenirs, des traces du passé qu'il n'avait pas voulu effacer, mais qu'il évitait de confronter. Ce jour-là, pourtant, il sentit le besoin de plonger dans ces fragments. Parmi les lettres, des écrits de Madeleine, des listes, des reçus et une ou deux photographies. Rien d'inhabituel. Mais une carte attira son attention. Elle portait un nom qu'il n'avait pas vu depuis longtemps. Henri. Ce prénom fit remonter une sensation ancienne, un désaccord, un nom prononcé autrefois à demi-mot. Étienne rangea la carte sans insister. Il n'était pas encore temps de fouiller dans ce passé, mais le trouble de Claire devant le portrait restait présent dans son esprit. Il n'était pas du genre à imaginer des liens là où il n'y en avait pas. Pourtant, quelque chose lui disait que cette rencontre n'avait rien de fortuit. Ce soir-là, alors que le dîner se terminait dans un silence plus lourd que d'habitude, Étienne observa Claire attentivement. Elle évitait son regard. Elle mangeait avec lenteur, les épaules légèrement voûtées, comme si elle portait un poids. Il aurait pu la questionner de nouveau, lui parler du portrait, de ce prénom qu'il venait de retrouver. Mais il se retint. Il savait que la vérité, lorsqu'on la force, se cabre et se dérobe. « Je vais au village demain, dit-il simplement. J'ai des fournitures à acheter. » Claire leva les yeux brièvement, surprise. Il ne l'avait pas prévenue d'une telle sortie auparavant. « Vous voulez que je reste ici ?» demanda-t-elle. Il la regarda un instant. Cette question n'était pas anodine. Elle ne demandait pas par politesse. Elle voulait savoir si elle aurait encore une place dans cette maison au retour. « Restez, je ne serai pas long. » Elle hocha la tête, visiblement soulagée. Étienne rangea les couverts, remit une bûche dans la cheminée, puis sortit brièvement sur le perron. L'air était frais, humide. Une brume commençait à recouvrir les champs au loin.
Il resta là quelques minutes, les mains dans les poches, à observer l'obscurité. Derrière lui, Claire se tenait debout dans l'encadrement de la porte. Elle ne disait rien, mais il sentait sa présence. Une complicité étrange, silencieuse, semblait les lier de manière involontaire. Pas une confiance réelle, mais un accord implicite. Tant que l'un n'attaquait pas le silence de l'autre, un équilibre fragile subsistait. Ce soir-là, il ne rêva pas. Mais au matin, en passant devant le salon, il s'arrêta de nouveau devant le portrait. Madeleine le regardait toujours avec la même intensité. Mais cette fois, Étienne eut l'impression que ce regard, autrefois tourné vers l'avenir, interrogeait désormais le présent. Le 6e jour commença dans un calme trompeur. Étienne, fidèle à sa promesse, s'était levé dès l'aube pour se rendre au village voisin. Il avait préparé une liste modeste, quelques pièces pour ses réparations, du pain frais, un peu de café moulu et quelques fruits. Claire, en le voyant enfiler sa veste et ses bottes, s'était contentée d'un simple « bonne route », sans chercher à l'accompagner. Il la remercia d'un signe de tête, puis quitta la maison, le pas régulier, sans se retourner. Le trajet jusqu'au village lui prit un peu moins d'1 heure. Le ciel était couvert, mais il ne pleuvait pas. Les chemins de terre, encore humides, ralentissaient sa marche, mais cela ne le dérangeait pas. Étienne n'était pas homme à se presser. Il appréciait ce genre de matinée, où rien ne semblait vouloir brusquer le temps. À l'épicerie, il croisa quelques visages connus, échangea des banalités et passa chez le quincaillier pour commander une pièce rare qu'il attendait depuis des mois. Rien ne laissait présager que, pendant ce temps, la maison, restée silencieuse, serait témoin d'un événement inattendu. Claire passa sa matinée entre l'atelier et la cuisine. Elle avait commencé à trier des pièces dans des boîtes, à nettoyer certains outils et à organiser les étagères. Elle agissait avec méthode, comme si ce lieu était devenu, malgré elle, un espace familier. Mais derrière chaque geste, elle restait tendue, le regard fuyant, l'oreille toujours aux aguets. Ce n'était pas de la méfiance envers Étienne. Elle avait appris à percevoir chez lui une forme de calme rassurant. Non, ce qu'elle craignait semblait venir de plus loin, d'un monde extérieur qu'elle espérait fuir, mais qui, elle le savait, finirait par la rattraper. Vers la fin de matinée, alors qu'elle s'apprêtait à couper quelques pommes pour en faire une compote, un son sec la fit sursauter. 3 coups à la porte, ferme, précis. Rien à voir avec la supplique tremblante de sa propre arrivée quelques nuits auparavant. Claire se figea. Elle attendit. Le silence revint, pesant, absolu. Puis un autre coup, plus fort. Elle posa le couteau, essuya ses mains et s'approcha lentement de la porte. À travers la petite vitre floue, elle distingua une silhouette masculine. Grande, droite, coiffée d'un chapeau sombre. Son cœur s'emballa. Elle recula, le souffle court. Une voix s'éleva, grave, polie mais ferme. « Bonjour, je suis à la recherche d'une jeune femme. Peut-être l'avez-vous vue ?» Claire ne répondit pas. Elle recula encore jusqu'au mur. Elle savait. Avant même d'avoir vu son visage, elle savait que ce n'était pas une simple coïncidence. Le ton, la posture, la manière de frapper. Tout indiquait un homme qui n'était pas là par hasard. Elle fit rapidement le tour du salon, jeta un coup d'œil vers l'arrière de la maison, évalua ses options. De l'autre côté, l'homme frappa de nouveau. « Je ne veux pas déranger. Il s'agit d'une affaire familiale. Elle a disparu il y a plusieurs jours. On est inquiet pour elle. Elle est fragile, vous comprenez ?» Le mot la fit grimacer. Fragile. Elle pensa à ses mains, à ses nuits blanches, à ses courses sous la pluie. Non, elle n'était pas fragile, pas selon sa définition. Elle attrapa la poignée d'un placard, l'ouvrit sans bruit et s'y dissimula. Elle referma doucement la porte, retint sa respiration. Pendant ce temps, l'homme attendait toujours devant la porte. Étienne, de retour du village, apparut dans l'allée. Il remarqua la silhouette, s'arrêta quelques secondes, puis s'approcha d'un pas mesuré. L'homme se retourna en entendant les pas. « Bonjour, dit-il en souriant. Vous êtes le propriétaire ? » ?»« Oui. Que puis-je pour vous ? Je cherche une jeune femme. Elle s'appelle Claire. Elle a quitté notre domaine il y a quelques jours. Nous pensions qu'elle était peut-être passée par ici. On a trouvé des traces de pas sur la route et quelqu'un du village m'a dit qu'une jeune inconnue avait été vue dans les parages. » Étienne plissa les yeux. Il n'aimait pas le ton de cet homme. Trop sûr de lui. Trop bien habillé pour être un simple paysan. Il jeta un œil rapide à la maison, comme pour vérifier que rien ne bougeait à l'intérieur. « Je n'ai vu personne, » répondit-il simplement. « Vous êtes sûr ? C'est important. Elle est jeune.
brune, un peu réservée, et elle a des compétences particulières. Ce n'est pas une fille comme les autres. Étienne sentit une tension monter en lui. Il ne savait pas encore ce qu'il protégeait, mais il savait qu'il devait le faire. J'en suis sûr. Le regard de l'homme s'attarda une seconde de trop sur lui, comme s'il cherchait à percer une défense invisible. Puis il hocha la tête, fit mine de sourire à nouveau. « Bien, je vous remercie. Si jamais vous entendez quoi que ce soit, n'hésitez pas à en parler au maire. Il saura comment me contacter. » Sans attendre de réponse, il se retourna et s'éloigna à grands pas. Étienne resta là, les bras croisés, le regard fixe, jusqu'à ce que la silhouette disparaisse derrière les arbres. Il ne bougea pas pendant plusieurs minutes, puis lentement il entra dans la maison. Le silence l'accueillit, il posa les sacs sur la table, balaya la pièce du regard. Claire? Aucune réponse. Il fit le tour, appela une nouvelle fois. C'est dans le placard du salon qu'il la trouva recroquevillée, les yeux écarquillés. Elle sortit sans un mot, le regard fuyant. Étienne referma doucement la porte. Il est parti. Elle acquiesça, toujours sans parler. Elle semblait secouée, mais pas brisée. Il voulut poser des questions, mais elle recula d'un pas comme si elle n'était pas prête. Étienne comprit. Ce n'était pas encore le moment. Elle avait fui quelque chose qu'il ne connaissait pas, mais ce qu'il venait de voir suffisait à lui faire comprendre que son silence n'était pas une simple coquetterie. C'était un bouclier. Il rangea les provisions, remit un peu d'ordre dans la cuisine, puis retourna à son atelier. Claire resta près du feu, le regard perdu. Ce jour-là, elle ne travailla pas. Elle resta immobile, comme en attente. Étienne, quant à lui, savait que le calme apparent de la maison n'était plus qu'un vernis fragile. Ce n'était plus seulement une question d'accueil ou d'hospitalité. Une chose s'était confirmée, quelqu'un cherchait Claire, et ce quelqu'un était prêt à tout pour la retrouver. La présence de l'homme à la porte, sa manière d'interroger, son insistance à vouloir retrouver Claire, avait laissé dans la maison une tension nouvelle. Depuis ce matin-là, Étienne avait remarqué un changement subtil mais clair dans le comportement de Claire. Elle parlait un peu plus mais avec prudence. Ses gestes, d'ordinaire mesurés, trahissaient parfois une nervosité difficile à masquer. Il la surprenait à jeter des regards furtifs par la fenêtre, à écouter les bruits du dehors avec une concentration anxieuse. Elle dormait peu, se levait la nuit, marchait dans le couloir en silence, comme si ses pensées la hantaient plus que le froid ou l'inconfort. Étienne, de son côté, avait décidé de ne pas précipiter les choses. Il ne posait pas de questions. Il travaillait à l'atelier, partageait les repas avec elle, entretenait les gestes du quotidien avec cette discipline tranquille qui l'avait toujours protégé des excès de l'âme. Mais il sentait que le moment de silence absolu touchait à sa fin. Claire portait un secret, et il ne s'agissait plus de savoir s'il allait le découvrir, mais quand elle choisirait de lui dire ce qu'elle gardait en elle depuis le début. Ce fut une nuit sans lune, 5 jours après la visite de l'homme, que les choses commencèrent à se délier. Étienne s'était endormi tôt. Vers le milieu de la nuit, un bruit discret le réveilla. Ce n'était pas un choc, ni un appel, mais le frottement léger de pas dans l'escalier. Il se leva, enroula une couverture sur ses épaules et descendit sans allumer la lumière. Dans le salon, Claire était debout près du feu presque éteint. Elle tenait une tasse entre les mains, mais ne buvait pas. Son regard était perdu dans les flammes, son visage fermé. Elle sursauta légèrement lorsqu'il entra, mais ne tenta pas de fuir. « Je ne voulais pas vous réveiller », dit-elle d'une voix basse. « Ce n'est pas vous, c'est le silence », répondit-il calmement. « Parfois, c'est lui qui réveille. » Elle hocha la tête, s'assit lentement dans le fauteuil. Étienne resta debout, puis se décida à s'asseoir en face d'elle. « Vous n'êtes pas obligé, commença-t-il. Mais si vous voulez parler... » Elle ferma les yeux, respira profondément et resta silencieuse quelques instants. Puis, sans préambule, elle commença à parler. Sa voix était ferme, mais chaque mot semblait lui coûter un effort immense. « J'ai fui un village du sud, pas très grand, juste quelques familles, des champs, des granges, des rumeurs qui circulent et vite. Là-bas, il y a des choses qu'on ne doit pas voir. Et moi, j'ai vu. » Elle s'interrompit. Étienne ne dit rien. Il ne l'encourageait pas par des hochements de tête ni des murmures rassurants. Il écoutait. C'était ce qu'elle semblait attendre. Elle reprit, les yeux fixés sur ses mains. « J'ai travaillé pour une famille, pas comme domestique, pas officiellement. J'aidais. Le mari était influent. Des terres, des relations à la préfecture. La femme passait son temps en ville.
Moi, je m'occupais de leur atelier, de vieux objets qu'ils collectionnaient. Il y avait un grenier rempli de choses anciennes, montres, documents, lettres, plans cadastraux. Je faisais du tri, et c'est là que j'ai trouvé quelque chose. Elle s'arrêta à nouveau. Étienne devinait qu'elle revivait les scènes. Il attendit. Elle inspira profondément. Des copies de titres de propriété, des duplicata. Mais certains n'avaient pas les mêmes signatures, d'autres portaient des dates incohérentes. En les comparant, j'ai compris qu'il y avait eu des modifications. Des terres revendues, mais jamais vraiment cédées. Des parcelles qui appartenaient à des familles depuis des générations, reprises en silence. Cette fois, Étienne fronça légèrement les sourcils. Cela expliquait la peur, le silence. Des documents comme ceux-là pouvaient bouleverser bien plus que des vies privées. Dans certains villages, la terre, c'est l'autorité. Et toucher à cela, c'était déranger un équilibre tacite, mais férocement protégé. « Et vous en avez parlé à quelqu'un » Claire secoua la tête. Je ne savais pas à qui faire confiance. J'ai voulu m'éloigner, prendre du recul. Mais le propriétaire a compris. Il a su que j'avais vu. Il a d'abord essayé de me parler. Il a offert de l'argent. Puis, il a menacé. La nuit suivante, j'ai entendu du bruit autour de ma chambre. Pas des voleurs, pas des curieux. Quelqu'un qui cherchait quelque chose. J'ai rassemblé mes affaires et je suis parti à pied. J'ai marché pendant 2 jours. La pluie m'a suivi jusqu'à ici. Elle se tut, épuisée. Étienne resta silencieux. Il regardait le feu qui mourait dans l'âtre, écoutant le crépitement des dernières braises. Il sentait que ce qu'elle venait de dire n'était qu'une partie de l'histoire, mais c'était suffisant pour comprendre que Claire ne fuyait pas une erreur, ni un simple malentendu. Elle fuyait une structure bien plus ancrée, où le pouvoir local se masquait derrière des visages polis et des traditions tenaces. Et lui, l'homme qui est venu l'autre jour? Claire releva les yeux. Il y avait dans son regard une fatigue intense, mais aussi une lucidité froide. Il travaille pour eux. Officiellement, il est notaire. Officieusement, il efface les traces. Il sait ce que j'ai vu. Il pense que je n'ai pris aucun document. Il croit que je ne peux rien prouver. Mais il veut en être sûr. Étienne sentit une vague de colère le traverser. Il n'était pas un homme d'engagement, pas un justicier. Mais la sincérité de Claire, son courage silencieux, éveillait en lui une responsabilité qu'il n'avait pas cherchée, mais qu'il ne pouvait plus ignorer. « Avez-vous gardé quelque chose? Des preuves ?» Elle hésita, puis hocha la tête. Quelques copies. Cachées. Elle n'en dit pas plus. Étienne ne posa pas d'autres questions. Il se leva, alla remettre une bûche dans le feu et resta un instant debout, le dos tourné à elle. « Vous pouvez rester ici aussi longtemps que nécessaire, » dit-il finalement. « Mais à partir de maintenant, il faut être prêt. Ce genre de secret ne disparaît pas. Ils reviendront. » Claire ne répondit pas, mais son regard était plus stable. Elle savait qu'elle n'était plus seule, et Étienne, sans vraiment le formuler, venait de prendre parti. Ce soir-là, ils ne dormirent pas. Ils restèrent après du feu jusqu'à l'aube, dans un silence qui n'était plus celui de la méfiance, mais d'une alliance discrète, née de la vérité, enfin dite. Les jours suivants furent silencieux, mais d'un silence différent de celui qui régnait jusque-là dans la maison d'Étienne. Ce n'était plus un silence d'évitement, de retenue ou de peur. C'était celui de 2 personnes qui savaient, désormais, ce qui les liait. Claire continuait de participer aux tâches quotidiennes, avec la même application discrète, mais dans ses gestes, quelque chose avait changé. Une forme d'acceptation. Elle ne se cachait plus. Elle ne regardait plus par-dessus son épaule à chaque bruit venu de l'extérieur. Étienne, lui, n'avait pas changé son rythme. Il continuait de travailler à l'atelier, de lire en fin d'après-midi et de marcher dans le verger quand le temps le permettait. Mais dans sa tête, l'image de l'homme au chapeau sombre, celle des documents mentionnés par Claire et les noms dits de Madeleine formaient une trame de plus en plus complexe. Ce fut dans cet état d'esprit que par un matin gris et venteux, il décida de descendre au sous-sol. Le vieil escalier en bois menait à une cave dont il se servait peu. Il y rangeait des outils de jardin, quelques bouteilles de cidre et des objets anciens auxquels il n'attachait plus de valeur. L'humidité y était constante, l'odeur âcre, mélange de terre, de bois moisi et de poussière ancienne. Il avait décidé d'y remettre un peu d'ordre, non par nécessité, mais pour occuper ses mains et libérer son esprit. Il déplaça quelques caisses, vérifia l'état des étagères, puis s'arrêta devant un vieux coffre en métal qu'il n'avait pas ouvert depuis longtemps.
Il l'avait hérité de son père, et il n'y avait jamais trouvé rien d'autre que des outils rouillés. Il souleva le couvercle, observa l'intérieur. En dessous des objets habituels, une boîte de bois, étroite et longue, attira son regard. Elle semblait intégrée dans la paroi du coffre, presque dissimulée. Il la tira doucement. Elle coulissa avec un grincement discret. À l'intérieur, un objet inattendu, un vieux mécanisme d'horloge, abîmé, et un rouleau de tissu contenant une lettre, plié avec soin. Le papier, jauni par le temps, portait un nom écrit à la main, Madeleine. L'écriture n'était pas celle d'Étienne, ni celle de sa femme. Il l'ouvrit, les mains légèrement tremblantes. Les mots, tracés à l'encre noire, étaient nets, précis, presque froids. « Madeleine, je t'écris cette lettre en sachant qu'elle ne pourra jamais être envoyée. Mais si un jour elle devait être lue, c'est que le silence que nous avons accepté tous les deux aura fini par se briser. Tu sais ce que j'ai vu. Tu sais ce que cela implique. Henri ne renoncera pas. Il a fait de sa vie un combat, et ce combat l'a consumé. Mais il m'a montré des choses que je ne peux plus ignorer. Des plans, des noms, des accords signés dans l'ombre. Et cette maison, même elle, a été achetée avec l'argent de ce mensonge. Je ne peux plus prétendre que je ne sais rien. Je t'en prie, ne laisse pas cela disparaître avec moi. Monsieur. Étienne resta un long moment assis sur une caisse, la lettre entre les mains. Le prénom d'Henri, déjà évoqué par Claire, apparaissait à nouveau, lié à Madeleine, lié à quelque chose de bien plus profond que ce qu'il avait jamais su de sa propre femme. Elle avait donc gardé ce secret. Elle avait su, et elle avait choisi de ne pas lui en parler. Étienne ne ressentit ni colère ni trahison, juste un vertige. La femme qu'il avait connue, qu'il avait pleurée, avait mené une vie intérieure plus vaste qu'il ne l'aurait imaginé. Et désormais, cette lettre exhumée du passé faisait le lien entre Madeleine, Claire et tout ce réseau de silence qui les entourait. Lorsqu'il remonta, il trouva Claire assise près de la fenêtre, un carnet de croquis sur les genoux. Elle ne dessinait pas. Elle regardait dehors, le regard perdu. Étienne s'approcha, tendit la lettre sans rien dire. Elle la prit, l'ouvrit, et dès que ses yeux tombèrent sur le nom d'Henri, son visage se figea. Elle lut lentement, ligne après ligne. Lorsqu'elle eut terminé, elle resta immobile, la feuille posée sur ses genoux, le regard fixe. « Vous le connaissez » demanda Étienne. Elle ne répondit pas immédiatement. Puis, d'une voix sourde, « C'était mon père. » Le silence qui suivit fut épais, lourd de révélations qui s'imbriquaient. Étienne laissa les mots flotter dans l'air, leur donnant le temps de se poser. Claire reprit, plus doucement. « Je ne l'ai pas connu longtemps. Il est mort quand j'étais petite. Mais ma mère parlait de lui parfois, pas souvent. Elle disait qu'il avait été emporté par une cause trop grande pour lui. Je n'ai jamais compris, jusqu'à maintenant. » Elle serra la lettre contre elle, comme une relique. « Cette lettre, dit-elle, prouve qu'elle savait, que Madeleine et lui étaient liés, qu'elle aussi voulait que ça s'arrête. Ils ont essayé de faire ce que nous essayons maintenant, mais ils ont échoué. » Étienne s'assit à côté d'elle. Le carnet de croquis était vide, une page blanche. Il prit une longue inspiration. « Et nous, est-ce qu'on a une chance de faire mieux ?» Claire ne répondit pas tout de suite. Mais dans ses yeux, quelque chose s'était allumé, une certitude tranquille. Elle se leva, alla chercher une petite boîte dans son sac. Elle l'ouvrit devant lui. À l'intérieur, plusieurs feuillets soigneusement pliés, des copies de documents, des cartes, des extraits de registres. Étienne comprit en les regardant que ce n'était pas seulement des preuves. C'était un dossier cohérent. Claire avait préparé cela depuis longtemps. Même dans la fuite, elle avait gardé en tête une finalité. « Il faut que ça sorte, dit-elle, que ce soit publié, que quelqu'un d'extérieur en parle. Pas ici, pas dans le village. Quelqu'un qui n'a rien à perdre. » Étienne hocha lentement la tête. Il connaissait un nom, un journaliste de Caen, un ancien client, passionné d'histoire locale, souvent curieux des vieilles affaires de famille et des récits oubliés. Il pourrait peut-être s'y intéresser. « Alors, dit-il, il faut commencer à écrire tout, ce que vous avez vu, ce que vous savez, ce que votre père vous a laissé, ce que Madeleine n'a jamais dit. » Claire reprit place à la table. Elle ouvrit le carnet, et pour la première fois, elle ne dessina pas. Elle écrivit, pas des fragments, pas des souvenirs. Elle posa des faits, des dates, des noms. Étienne l'aidait quand elle hésitait, posait des questions précises, cherchait les connexions. Ensemble, ils transformaient la mémoire en témoignage.
Ce soir-là, aucun des deux ne toucha à leur assiette. Le feu brûlait dans la cheminée, mais aucun n'en ressentait la chaleur. Ils étaient ailleurs, tendus vers un but unique. La maison, si longtemps repliée sur elle-même, devenait le point de départ d'un mouvement plus vaste. Un mouvement où, pour la première fois, la vérité ne serait pas étouffée mais révélée. Depuis la découverte de la lettre dans le sous-sol et la confirmation que Henri était le père de Claire, Étienne ne trouvait plus la paix dans ses gestes quotidiens. Il continuait de trier ses outils, de réparer quelques objets confiés par les habitants du village, mais son esprit était ailleurs, accaparé par les ramifications de cette histoire qui s'étendait bien au-delà de sa maison. Il avait toujours cru que Madeleine, discrète et équilibrée, n'avait jamais entretenu de secrets importants. Pourtant, la lettre prouvait qu'elle avait été mêlée à quelque chose de vaste et possiblement dangereux. Claire, de son côté, passait le plus clair de ses journées à rédiger, à classer les documents qu'elle avait soigneusement conservés, à noter chaque élément de mémoire encore intact. Son écriture était ferme, déterminée, sans fioritures. Étienne lui avait offert une vieille machine à écrire qu'il avait réparée quelques mois auparavant et qui n'avait plus servi depuis. Elle l'avait acceptée sans un mot de trop, mais ses doigts s'y adaptèrent avec une aisance étonnante. C'était comme si, en tapant chaque mot, elle redonnait à son histoire la place qui lui avait été refusée. Un après-midi pluvieux, Étienne décida de retourner dans les affaires de Madeleine. Non par voyeurisme, mais parce qu'il savait désormais que son passé détenait peut-être des clés pour comprendre les liens entre Henri, Claire et les preuves que tous deux cherchaient à faire émerger. Il gravit les marches menant au grenier. Une vieille malle qu'il n'avait pas ouverte depuis la mort de sa femme trônait près d'une lucarne étroite. Elle contenait des vêtements, des lettres, quelques carnets et au fond, une petite boîte à bijoux en bois sculpté. Dans cette boîte, entre un bracelet cassé et une épingle à cheveux, Étienne découvrit une photographie ancienne, un cliché noir et blanc au bord dentelé. On y voyait 4 personnes, 2 hommes et 2 femmes, debout devant une bâtisse en pierre. Étienne reconnut immédiatement Madeleine, plus jeune, souriante. À côté d'elle, un homme qu'il ne connaissait pas. Grand, les épaules droites, une expression sérieuse. En observant de plus près, il comprit que c'était Henri. Ce visage ressemblait à celui que Claire esquissait parfois dans ses carnets, presque inconsciemment. Mais ce n'était pas tout. L'une des femmes, plus en retrait, portait les mêmes traits que Claire. Ce n'était pas elle, bien sûr, mais la ressemblance frappait. Elle pouvait être une sœur, une cousine, ou bien, comme il le soupçonnait de plus en plus, sa propre mère. Étienne descendit aussitôt avec la photo. Il la tendit à Claire, qui la prit en silence. Lorsqu'elle la vit, elle pâlit. Ses doigts se crispèrent légèrement, mais elle ne recula pas. « C'est ma mère », dit-elle simplement. Elle s'appelait Juliette. Étienne s'assit, gardant le silence. Claire le regarda, puis pointa l'homme à côté de Madeleine. « Et lui, c'est Henri. Ils étaient amis, proches. Ma mère m'avait dit qu'il y avait eu des tensions, des décisions difficiles, mais elle n'avait jamais voulu m'en dire plus. » Elle caressa la photo du bout des doigts, comme si elle cherchait à retrouver dans le grain du papier un écho de voix passée. Étienne réfléchit, relia les éléments. Si Juliette, Henri et Madeleine étaient tous liés, alors Claire était au cœur d'un héritage que personne n'avait voulu lui transmettre, mais qu'elle avait hérité malgré elle. « Tu crois que Madeleine a aidé Henri à cacher ses preuves ?» demanda-t-il. Claire hocha la tête sans hésiter. Elle ne pouvait pas les publier elle-même. Elle était trop visible, trop exposée. Mais elle avait la confiance de mon père. Il savait qu'elle saurait quoi en faire. Et puis après sa mort, plus rien n'a bougé, jusqu'à maintenant. Cette certitude nouvelle donna à Étienne une sensation étrange. Comme si sa maison, jusque-là terre d'oubli et de solitude, s'était transformée en un carrefour d'histoires inachevées. Le passé ne dormait plus. Il frappait à la porte, par fragments, par visages oubliés, par vérités enfouies dans des boîtes poussiéreuses. Ils passèrent l'après-midi à observer les documents, à comparer les noms. Claire lut à voix haute certains extraits pendant qu'Étienne notait les dates. Un nom revenait souvent, Delcourt, une famille puissante de la région, propriétaire de vastes terrains agricoles et liée par alliance à plusieurs notables du département. C'était sur leurs terres que les premières incohérences cadastrales avaient été trouvées. Les duplicata évoqués par Claire portèrent la même signature, L. Delcourt, un maire de canton à l'époque. Étienne comprit que tout partait de là, d'une ambition foncière, d'un appétit territorial couvert par l'administration locale.
À la nuit tombée, ils avaient reconstitué une première ligne chronologique. Depuis les années 1970, plusieurs acquisitions foncières suspectes avaient été réalisées dans la région. Des exploitations isolées, des terres peu rentables à première vue, rachetées par des entités privées liées au Delcourt. Les anciens propriétaires, souvent âgés, avaient disparu ou été déplacés vers d'autres départements. Aucune plainte officielle, aucun scandale. Juste des rumeurs, des silences et quelques disparitions. Claire posa les mains sur le carnet. Maintenant, il faut que tout ça sorte, que quelqu'un s'en empare. Pas juste un rapport, une histoire, une vérité racontée. Étienne acquiesça. Le journaliste auquel il avait pensé pouvait être un bon relais. Il avait déjà publié des articles sur les luttes paysannes dans le nord du pays, des enquêtes sur les exploitations agricoles disparues, des récits de résistance silencieuse. Il n'était pas connu, mais suffisamment intègre pour s'intéresser à cette affaire, même sans garantie. Je vais le contacter, il viendra, il voudra voir les preuves lui-même, mais il faudra être prêt. Claire le regarda avec une intensité nouvelle. Je le suis. Ce soir-là, ils ne dirent plus un mot après le repas. Ils éteignirent les lumières plus tard que d'habitude, chacun retenant les dernières images de la journée comme on garde les pages d'un livre ouvert sur une table. La maison ne leur paraissait plus aussi grande. Elle était devenue une enceinte, un espace de veille. Dehors, la pluie recommença à tomber doucement. Mais cette fois, elle n'effaçait rien. Elle lavait les traces anciennes pour faire apparaître les fondations véritables. Celle d'une histoire que personne n'avait voulu transmettre, mais que Claire et Étienne avaient décidé, désormais, de faire entendre. Le matin où l'homme revint, Étienne était dans l'atelier et Claire recopiait à la main certains extraits de documents afin de les structurer selon une logique qui faciliterait la lecture à un œil extérieur. Elle avait passé les dernières nuits à relire chaque page, à faire des annotations en marge, à établir des liens entre les noms, les dates et les signatures. Étienne avait contacté le journaliste de Caen la veille. Il avait laissé un message sur un vieux répondeur, en précisant simplement qu'il avait quelque chose de sérieux à lui montrer. Aucun détail, pas de nom, juste l'essentiel. Je pense que vous serez intéressé. Il s'agit de terre, de silence et de la Normandie. C'était tout. Ce matin-là, Claire avait posé tous les documents en piles ordonnées sur la table du salon, comme si elle préparait une défense. Étienne lui avait proposé d'attendre une réponse avant d'agir, mais elle avait été claire. Elle voulait être prête à tout, même à ceux qui viendraient avant. Elle le sentait, disait-elle, que quelque chose approchait. Ce n'était pas une intuition, mais une certitude froide. Elle connaissait leur méthode, leur insistance. Ils ne s'arrêtaient jamais à une seule visite. Lorsque les coups furent frappés à la porte, il n'y eut pas d'hésitation. 3 coups, les mêmes que la première fois. Force, nette, presque mécanique. Étienne posa calmement son tournevis, s'essuya les mains et marcha lentement vers la porte. Claire s'était déjà éclipsée, montant discrètement l'escalier pour se positionner en haut, près de la rambarde, d'où elle pouvait voir sans être vue. Il ouvrit. L'homme était là, identique à lui-même. Manteau sombre, chapeau ajusté, regard clair et impassible. Il ne souriait pas cette fois. Il ne jouait plus au voisin préoccupé. Il était venu pour obtenir ce qu'il voulait. « Vous savez pourquoi je suis là » dit-il sans détour. Étienne le fixa en silence. Il ne chercha pas à nier, ni à se défendre. Il attendait. « Elle est ici, j'en suis certain. Mais vous ne comprenez pas ce que vous protégez. Ce n'est pas juste une fille perdue, c'est une menace, pour elle-même et pour beaucoup d'autres. Ce qu'elle croit avoir vu, ce qu'elle croit savoir, ce sont des demi-vérités, des fragments dangereux. Et vous, en l'abritant, vous vous exposez à des choses que vous ne pourrez pas contrôler. » Étienne ne bougea pas. Il ouvrit un peu plus la porte, comme une invitation muette à poursuivre. « Je veux éviter les complications, » poursuivit l'homme. « Donnez-la-moi. Elle n'aura pas de problème. On veut juste parler, clarifier les choses. Et après, tout rentrera dans l'ordre. » Claire, de l'étage, entendait chaque mot. Elle reconnaissait ce ton, ce faux calme. Cette menace enveloppée dans le langage des procédures, c'était ainsi qu'ils opéraient, toujours. « Je ne livrerai personne », dit Étienne enfin. L'homme soupira. Il sortit de sa poche une feuille plastifiée, une photographie ancienne. On y voyait une version adolescente de Claire debout entre 2 adultes. La photo datait visiblement de plus de 10 ans. Son père, dit-il, a été impliqué dans des affaires que vous ne comprenez pas, des archives falsifiées.
des plaintes classées. Il a menacé des gens. Et elle continue. Elle veut faire de l'agitation. Elle croit que publier quelques papiers changera quoi que ce soit. Elle mettra juste des gens en colère. Étienne plia les bras. Son visage restait calme, mais ses yeux brillaient d'une intensité inhabituelle. Alors il vaut mieux que ces gens sachent que leurs actes sont visibles et qu'on les regarde. Le silence s'installa. Long, dense. « Vous faites une erreur, monsieur, » reprit l'homme. « Une erreur que vous regretterez. »« Peut-être, mais ce sera la mienne, pas la vôtre. » L'homme serra les mâchoires. Il fit un pas en arrière. « La police ne vous protégera pas. » Je ne lui ai rien demandé. L'homme tourna les talons sans ajouter un mot. Lorsqu'il fut hors de vue, Claire descendit. Elle ne tremblait pas. Elle ne posa aucune question. Elle se contenta de prendre les documents, les classa à nouveau et les rangea dans une valise rigide qu'Étienne avait sortie du grenier. Il s'avère maintenant que le temps leur était compté. Ils devaient agir. Ils passèrent le reste de la journée à préparer un dossier complet, sans rature, sans flou. Des copies furent faites, des lettres d'accompagnement rédigées. Étienne proposa que l'ensemble soit envoyé à 2 personnes, le journaliste à Caen, mais aussi un avocat, ancien camarade d'école de Madeleine, qui exerçait désormais à Rouen. Une double sécurité. Claire accepta sans discuter. Le lendemain, Étienne prit sa voiture et conduisit jusqu'au bureau de poste du village voisin. Il posta les 2 enveloppes recommandées avec accusé de réception. Il resta quelques minutes immobile devant le comptoir, fixant la vitre, comme s'il réalisait seulement maintenant que tout était en mouvement. Quand il revint, Claire était dans le jardin, malgré le froid. Elle respirait profondément, les mains dans les poches, le regard posé sur la campagne alentour. « Il n'est pas revenu ?» demanda Étienne. « Pas encore. Mais s'il revient, il trouvera une maison vide, pas une cachette. » Elle se retourna vers lui. « Merci. Pas seulement pour m'avoir donné un toit. Vous m'avez donné quelque chose d'autre. Une position, une voix. » Étienne hocha la tête. Il n'était pas un héros. Il n'avait pas voulu devenir protecteur, mais il l'était devenu, par devoir, par respect et par une forme ancienne de loyauté qui lui venait peut-être de Madeleine. « Si ce que tu as vu est vrai, dit-il, alors ils vont faire tout ce qu'ils peuvent pour étouffer cette histoire. Et nous, on devra faire tout ce qu'on peut pour qu'elle sorte. » Claire acquiesça. Ensemble, ils rentrèrent. Le soir, aucune parole de plus ne fut échangée. Le feu brûlait lentement. Les horloges marquèrent les heures comme des témoins impassibles. La nuit se posa sur la maison, mais elle ne l'éteignit pas. Elle la garda éveillée, en alerte. Une nuit de veille, comme un seuil. À partir de ce moment, il n'y aurait plus de retour possible. Ni pour Claire, ni pour Étienne. Seulement l'avant et l'après, le passé affronté, le présent risqué, l'avenir encore inconnu, mais désormais revendiqué. Le lendemain du départ des enveloppes, un silence épais régnait dans la maison. Non pas celui de l'angoisse, mais celui d'un point de bascule. Étienne et Claire ne s'étaient presque pas parlé depuis la veille. Chacun savait que ce qu'ils avaient entrepris ne leur appartenait plus entièrement. Ce n'était plus un secret qu'on protège ou un souvenir qu'on enfouit. C'était devenu une vérité partagée, mise en mouvement, destinée à atteindre des mains inconnues, des regards extérieurs, capables de comprendre, de réagir, peut-être de publier. Le simple fait d'avoir transmis les preuves avait suffi à modifier le poids du silence dans la maison. Ce matin-là, Claire se leva tôt. Elle n'alla pas dans l'atelier. Elle resta dans la cuisine, assise près de la fenêtre, une pile de papiers à côté d'elle, une tasse de café noir dans les mains. Étienne, en l'observant en silence depuis le couloir, comprit que quelque chose s'était débloqué. Il se rapprocha sans bruit. Claire leva les yeux. « Il y a encore quelque chose que je ne vous ai pas dit, » murmura-t-elle. « Et il faut que ce soit dit maintenant. » Elle poussa doucement la pile de papier vers lui. Sur le dessus, une lettre pliée, différente des autres, plus ancienne. L'encre en était presque effacée et le papier avait jauni. Étienne la déplia avec soin. L'écriture était celle d'Henri, mais le ton plus personnel, plus grave. « Juliette, si tu lis cette lettre, c'est que je n'ai pas réussi à aller jusqu'au bout. Je veux que tu saches que tout ce que j'ai rassemblé, toutes les preuves, sont cachées dans les archives de Madeleine. Elle est la seule en qui j'ai encore confiance. Les autres m'ont tourné le dos. Tu ne dois pas chercher à publier seule, c'est trop dangereux. Mais il faut que notre fille sache, elle devra finir ce que je n'ai pas pu faire, parce qu'elle portera, un jour, la dernière pièce manquante.
Elle seule peut prouver que Madeleine a été réduite au silence, pas pour ce qu'elle a fait, mais pour ce qu'elle savait. Étienne sentit sa gorge se serrer. Il avait toujours cru que la mort de Madeleine avait été naturelle, une infection mal soignée, une faiblesse soudaine. Mais ces mots, cette formulation réduite au silence, lui firent comprendre que la vérité avait été soigneusement dissimulée. Elle ne s'était pas tue volontairement. Elle avait été empêchée. Claire fixait le vide. Elle n'avait plus besoin de lire la lettre. Elle en connaissait chaque mot par cœur. Mon père avait compris que Madeleine savait trop de choses. Il l'avait prévenue. Et elle avait commencé à agir. Pas frontalement, mais en transmettant certaines informations, en posant des questions, en recontactant d'anciens amis d'université qui travaillaient dans l'administration. Elle voulait tout recouper. Et c'est là que ça a commencé à se refermer autour d'elle. Les menaces, les accidents, les silences. Elle n'a rien dit à Étienne. Pas parce qu'elle ne lui faisait pas confiance, mais parce qu'elle voulait le protéger. Étienne sentit une boule dans la poitrine. Il s'était toujours demandé pourquoi Madeleine semblait porter un poids invisible dans ces derniers mois. Elle avait changé, oui, mais il avait attribué cela à la fatigue, à l'âge, au deuil de ses propres illusions. Jamais il n'avait soupçonné qu'elle menait, en secret, une bataille contre un système prêt à tout pour se préserver. Claire reprit, la voix plus posée. « Moi, je n'ai jamais vu Madeleine en vrai. Ma mère l'avait connue, bien avant. Mais je sais qu'elles se sont revues une seule fois, quelques mois avant la mort de Madeleine. Ma mère m'avait dit qu'il y avait eu une tension dans l'air. Pas de dispute, mais une gravité. Comme si elle se transmettait quelque chose de lourd sans avoir besoin de mots. Elle sortit un autre document de la pile. C'était un plan cadastral, annoté à la main. En bas, une signature illisible, mais au dos, une série de chiffres et un nom. Projet Delcourt, acquisition anticipée. Étienne comprit en observant les annotations que ce plan visait à diviser des terres, à les transférer par des moyens détournés à une société écran. Et parmi les parcelles concernées, l'une portait un ancien numéro qu'il connaissait bien. C'était le terrain de Madeleine, celui où ils avaient planté des pommiers juste après leur mariage. « Ils ont tenté de l'acheter, dit-il. Elle avait refusé. Je me souviens maintenant. Il y avait eu une offre faite par un homme du nom de Lemoine. On pensait que c'était un projet agricole, mais elle n'a jamais répondu. » Claire haussa les épaules. Ce Lemoine travaillait pour la société foncière détenue par les Delcourt. C'était leur méthode. Ils faisaient des offres anonymes. Quand ça ne suffisait pas, ils faisaient pression. Et si ça ne fonctionnait toujours pas, ils étouffaient. Cette dernière phrase résonna avec une lourdeur insupportable. Étienne se leva, fit quelques pas. Il ne savait plus s'il devait se sentir coupable de n'avoir rien vu, ou soulagé de pouvoir enfin comprendre. « Elle n'est pas morte par hasard, murmura-t-il. » Claire se leva à son tour. « Non, mais elle n'est pas morte pour rien non plus. Si ce qu'on a envoyé parvient à être publié, alors elle aura parlé. À travers nous. » Ils restèrent là un long moment, debout, l'un en face de l'autre, ni victorieux, ni apaisés. Juste deux personnes que la vérité liait désormais de manière irrévocable. La journée passa lentement. Ils n'attendaient pas de réponse immédiate du journaliste ni de l'avocat. Mais le fait que le silence ait été brisé, que la vérité soit formulée, tangible, les plaçait dans un état d'attente active. Claire continua d'écrire. Étienne passa du temps à relire de vieilles lettres, à chercher des noms, des dates, des correspondances, tout ce qui pouvait compléter le puzzle. En fin de journée, Claire alluma la radio, ce qu'elle faisait rarement. Une voix annonçait un reportage sur les conflits d'intérêts fonciers dans certaines régions du pays. Ce n'était pas encore leur histoire, mais c'était un signe. Les choses bougeaient, le contexte changeait, et leur vérité trouverait bientôt sa place. Lorsque la nuit tomba, Claire s'installa près de la cheminée avec une feuille blanche. Elle y écrivit une simple phrase qu'elle relut plusieurs fois avant de la replier et de la glisser dans son carnet. « Ce qu'ils ont tenté d'effacer, nous allons le rendre inoubliable. » Elle ne montra pas la feuille à Étienne, mais il comprit dans son silence que tout venait de basculer définitivement. Les jours s'enchaînèrent, d'abord lents, presque suspendus, comme si le monde extérieur retenait son souffle. Étienne et Claire continuaient leur travail en silence, peaufinant les documents envoyés, préparant d'éventuelles copies de secours, rassemblant tout ce qui pourrait renforcer leur dossier. Mais derrière cette activité méthodique, une tension croissante s'installait. L'absence de réponse du journaliste,
l'absence de réaction de l'avocat, le silence complet après les envois, tout cela pesait. Il savait que le silence, dans certains cas, ne signifiait pas l'indifférence mais l'obstruction. Claire passait de plus en plus de temps à l'étage, relisant les lettres de son père, annotant les marges de ses propres carnets. Elle n'attendait plus que la vérité éclate d'elle-même. Elle se préparait à devoir une fois encore la porter seule si nécessaire. Étienne l'observait sans l'interrompre. Il sentait qu'un moment de décision approchait, que bientôt ce ne serait plus une question de cacher ou de transmettre, mais de choisir, agir ou se taire, rester ou fuir, protéger ou exposer. Un matin, alors qu'ils prenaient à leur café, Claire posa la tasse avec une lenteur calculée. Elle le regarda droit dans les yeux. « S'ils reviennent, je ne me cacherai pas. Je partirai. » Étienne ne répondit pas tout de suite. Il avait entendu dans sa voix une résolution calme, un plan qu'elle avait sans doute déjà envisagé, peut-être même testé mentalement plusieurs fois. « Tu penses vraiment qu'ils vont revenir ?» demanda-t-il. « Ils ne se contentent pas du doute. Ils veulent la certitude. Et ils savent que je suis la dernière à pouvoir relier les noms, les lieux et les faits. Alors oui, ils reviendront. Et cette fois, pas pour poser des questions. » Étienne regarda la fenêtre, le ciel lourd, chargé. Il se souvenait de Madeleine, de ses silences dans les dernières semaines, de ses absences prolongées, de cette fatigue qu'il avait crue physique mais qui, rétrospectivement, ressemblait à un combat intérieur. « Tu comptes aller où ?» demanda-t-il. « À Paris. Si le journaliste ne répond pas, je trouverai quelqu'un d'autre. Un journal, une radio, une revue. Il y a toujours un endroit où parler, même si c'est un seul article. Même si c'est sur une page oubliée d'Internet. » Étienne baissa les yeux vers la table. Il savait ce que cela impliquait. La fin de ce qu'ils avaient donc partagé. La fin d'un moment suspendu, de cette alliance née dans le secret. Il savait aussi que la protéger en la gardant ici serait une erreur. Ce n'était plus une cachette qu'il lui fallait. C'était un passage. Mais alors, quelque chose en lui, plus ancien que ses doutes, plus fort que sa prudence, prit le dessus. Il se leva, se dirigea vers le meuble du salon, ouvrit le tiroir où il rangeait ses carnets d'adresses. Il en sortit une carte de visite, celle du journaliste. Il l'attendit à Claire. Il y a un numéro personnel écrit au dos. Il ne le donne jamais. Mais il me l'a donné une fois pour une histoire sans importance. Essaie. Claire prit la carte, lut le numéro, puis la rangea sans rien dire. Étienne retourna à sa place. Le silence revint. Mais cette fois, il n'était pas un poids. Il était une acceptation. Ce fut dans l'après-midi que tout bascula. Ils étaient tous deux dans l'atelier, occupés à ranger des boîtes de pièces détachées, quand un bruit de moteur se fit entendre au loin. Pas une voiture locale. Le son était plus grave, plus rapide. Étienne s'approcha de la fenêtre. Il vit un véhicule noir, long, aux vitres teintées, garé juste à l'entrée du chemin. 2 hommes en sortirent. Ni l'un ni l'autre n'était celui qui était venu les fois précédentes. Ils étaient plus jeunes, plus directs. L'un d'eux tenait une enveloppe, l'autre un téléphone. Claire vit leur arrivée et comprit immédiatement. Elle ferma les boîtes, mit les documents essentiels dans un sac et attendit. Étienne, lui, ne bougea pas. Il regarda les 2 hommes approcher avec une lassitude froide, comme s'il avait déjà vu cette scène dans un autre temps, dans un autre combat. Quand les hommes frappèrent, ce ne fut pas à la porte. Ils contournèrent directement la maison pour venir à l'arrière, à la porte de l'atelier. Étienne ouvrit. Ils ne se présentèrent pas. L'un tendit l'enveloppe. Une citation. « Vous êtes prié de comparaître devant le tribunal de Rouen dans les 8 jours. Diffamation. Détention illégale de documents confidentiels. Atteinte à la vie privée. » Claire sortit du fond de l'atelier. « Il n'y a pas de diffamation. Les preuves sont authentiques. Et rien n'a été volé. Tout m'appartient. Tout est signé, enregistré, vérifiable. » L'un des hommes la fixa longuement, puis haussa les épaules. « Ce n'est pas à vous de le dire. Ce sera à la cour. Et en attendant, vous feriez mieux de cesser vos envois. Ils seront interceptés. Tous. » Ils partirent aussi vite qu'ils étaient arrivés. Quand le calme revint, Étienne s'assit. Claire resta debout, le dos droit. « C'est maintenant qu'il faut choisir, dit-elle. Soit on se tait, soit on va jusqu'au bout. » Étienne la regarda. Il se leva à son tour. Il alla chercher son manteau, ouvrit le tiroir du bureau, en sortit une clé. « Il y a une chambre de bonne à Paris, celle où Madeleine logeait quand elle était étudiante. Je l'ai toujours gardée, je ne sais pas pourquoi. Elle est à toi, si tu veux t'en servir. » Claire prit la clé. Elle la tint longtemps dans sa main avant de répondre. «
Et vous? Je reste ici. S'ils viennent, je leur parlerai. Moi aussi, je suis témoin maintenant. Moi aussi, j'ai vu. Elle hocha la tête. Il n'y eut pas de mots d'adieu, pas d'élan dramatique, seulement deux personnes qui savaient que leur route commune touchait à sa fin. Claire prépara son sac. Étienne la conduisit jusqu'à la gare la plus proche. Le train partait à 7 heures du soir. Il ne monta pas sur le quai. Il resta en bas, les mains dans les poches, le regard fixé sur la silhouette de Claire qui entrait dans le wagon. Quand le train démarra, il tourna les talons, remonta lentement vers sa maison. Le vent avait repris dans les arbres. L'air sentait la terre mouillée. Et pour la première fois depuis des années, Étienne sentit que sa maison n'était plus seulement un abri. Elle était devenue un point de départ. Les semaines passèrent sans fracas, sans événements spectaculaires, comme si le monde, indifférent au tumulte intérieur des hommes, poursuivait sa marche selon ses propres règles. Le village reprit son rythme. Les matins gris succédaient aux après-midi calmes, et la maison d'Étienne, à nouveau silencieuse, semblait être retournée à son état initial. Mais ce n'était qu'une apparence. Car derrière chaque objet, chaque meuble, chaque geste, une empreinte était restée. Claire n'était plus là, mais sa présence persistait dans les habitudes qu'elle avait modifiées, dans l'atelier qu'elle avait réorganisé, dans la chaise près de la fenêtre qu'elle occupait les matins d'inquiétude, et surtout dans ce que sa venue avait réveillé. Étienne continuait à entretenir sa maison, à recevoir parfois un client discret pour une montre ou une pendule ancienne. Il ne parlait jamais de Claire. Il n'expliquait rien. Il ne cherchait pas à justifier les rumeurs qui circulaient sur la visite de gens de la ville, ni à confirmer ce que les plus curieux racontaient à voix basse, qu'il avait protégé une fugitive, qu'il avait défié les autorités, qu'il avait menti. Il laissait parler, car ceux qui parlent le plus sont rarement ceux qui savent, et ceux qui savent n'ont pas besoin de dire. Un matin au cœur de janvier, alors que la brume recouvrait les champs et que la gelée dessinait des arabesques sur les vitres, Étienne reçut un courrier inhabituel, une grande enveloppe Kraft sans timbre, simplement déposée dans la boîte à lettres. Aucune indication d'expéditeur. Il la prit, la tourna dans ses mains, sentit immédiatement que quelque chose d'important l'attendait à l'intérieur. Il rentra, alluma une lampe et ouvrit doucement le rabat. À l'intérieur, plusieurs feuilles imprimées, des coupures de presse, un article sur 3 colonnes publié dans un quotidien national signé du journaliste de Caen qu'il avait tenté de contacter. Le titre, en gras, occupait tout le haut de page. Falsification foncière, révélation sur un réseau discret et structuré en Normandie. En lisant les premières lignes, Étienne comprit. Le dossier avait été publié. Pas entièrement, mais suffisamment. Les noms étaient là, Delcourt Lemoine, les dates, les montants, les méthodes. Et entre les lignes, l'histoire de Claire, jamais nommée, jamais exposée, mais présente dans chaque mot, chaque chiffre, chaque vérité révélée. Une autre feuille accompagnait l'article. Une lettre manuscrite, écrite à l'encre noire dans l'écriture de Claire. Étienne, il y a des vérités que l'on porte longtemps sans savoir si elles méritent d'être dites. Ce que vous m'avez offert, ce n'est pas seulement un toit ou une cachette, c'est un regard, un espace où je pouvais exister sans me cacher. J'ai hésité longtemps avant de tout remettre, mais votre confiance a été la charnière. L'article est paru il y a 2 jours, d'autres vont suivre. Le journaliste m'a aidé à sécuriser les preuves. L'avocat a pris le relais. Il y aura des suites, peut-être des procès, peut-être des silences plus lourds encore. Mais les faits sont là, officiellement, publiés, lus par des milliers. Je suis parti avant que le bruit ne m'atteigne. J'ai quitté Paris hier, je vais plus loin pour respirer. Je ne vous dirai pas où, pas tout de suite. Ce n'est pas de la méfiance, c'est une mesure de précaution. Mais je voulais que vous sachiez. Vous m'avez donné plus que l'hospitalité, vous m'avez donné le courage. Et ce que Madeleine n'a pas pu faire, je l'ai fait en pensant à elle, à vous, à ce que vous m'avez transmis sans jamais me forcer. Merci. Claire. Étienne lut la lettre une fois, puis une seconde, lentement. Il ne sourit pas, il ne pleura pas non plus. Mais dans son silence, quelque chose s'ouvrit. Une fissure, peut-être. Une respiration nouvelle. Il plia la lettre, la rangea dans la boîte à bijoux de Madeleine, là où il avait conservé la photo retrouvée dans le grenier. Il rangea aussi l'article, avec soin, comme un document d'archive. Pas pour l'oublier, mais pour qu'il ait sa place parmi les autres vérités, celles qui ne s'effacent pas. Ce jour-là, il ne travailla pas. Il sortit, marcha jusqu'à la lisière du bois,
regarda les champs couverts de givre. Le froid mordait ses joues, mais il resta là longtemps, immobile, à écouter. Non pas les bruits du monde, mais le silence intérieur. Ce silence, longtemps synonyme de vide, était devenu différent. Il n'était plus un refuge, il était une paix. Quand il rentra, il remit une bûche dans le feu, s'assit dans son fauteuil et reprit le livre qu'il avait abandonné depuis l'arrivée de Claire. Il relut les premiers chapitres, puis tourna une page, une autre, et encore une. Le tic-tac des horloges résonnait doucement dans la maison. Aucun bruit brusque, aucune voix. Juste le rythme régulier du temps retrouvé. Un matin nouveau, sans éclat, sans drame. Mais porteur d'une vérité simple, parfois il suffit d'ouvrir une porte pour que toute une vie change de cap.